Compose, épisode 30. Non, je pense que je suis pas connu du très grand public. Je pense que le Jamel Comedy Club est connu du très grand public. Et s'ils me repèrent par rapport au Jamel Comedy Club, ils vont faire « Ah ouais, c'était le gars du Comedy Club qui faisait ça. Ouais. » Sauf que moi, comme ça fait 15 ans que je suis passionné, j'ai évolué. Comme tous les gens qui pratiquent. Moi, mes blagues ont changé. Donc, je sais pas si les blagues que maintenant je fais pourraient convenir aux gens de l'époque du Comedy Club. Et puis, en termes de médiatisation, j'ai fait plein de petites choses, mais c'est les gens qui suivent la comédie ou qui me suivaient à l'époque, qui m'aimaient bien, qui ont suivi ça. Donc oui, j'ai fait des tas de projets. Alors moi, je suis hyper content parce que c'est très varié. Donc j'ai fait de la BD, documentaire, web-série, l'histoire racontée par des chaussettes. J'ai vraiment la chance de faire des disciplines différentes tout le temps. Moi, ça m'amuse. Moi, je suis content et je m'estime très chanceux parce que je vis de ça. Mais là, plus le temps passe, plus le stand-up, ça me plaît. Donc moi, j'aimerais vraiment augmenter pour moi, la possibilité d'être libre dans le stand-up. Et pour être libre, il faut essayer d'amener du public. C'est ça qui te donne la possibilité, si tu veux, d'organiser des dates où tu le souhaites. Et pour moi, la liberté, c'est organiser des dates où je veux. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Yacine Bellous, humoriste, acteur, auteur, réalisateur. Yacine, je suis fan de son travail depuis longtemps déjà et lors de son passage en Belgique en août dernier, je lui ai proposé qu'on enregistre un épisode et je suis trop heureuse qu'il l'ait accepté. Ensemble, on a parlé des spectacles qu'il a joués enfant et qu'il a détestés, de sa créativité, des dessins qu'il faisait plus jeune et qui le sortaient de l'enfer de l'école, du fait que les tables de multiplication, ça ne sert à rien, sauf quand tu es astronaute, de l'interaction qu'il aime dans le stand-up, de l'impro, du Jamel Comedy Club, de la médiatisation, du fait qu'il aimerait augmenter sa notoriété, de sa rencontre avec Dedo, de l'histoire racontée par les chaussettes, de son documentaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Yacine d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, c'est une joie. Tu es donc humoriste, tu fais plein d'autres choses aussi, mais on va commencer par l'humour. Tu peux m'expliquer en fait comment est né ton intérêt pour l'humour ? Je pense que c'est né des choses que je regardais avec ma famille quand j'étais petit. On regardait beaucoup d'émissions de comédie, ça a toujours été présent dans la famille. On avait des vinyles de Coluche, on regardait Canal+, donc, et Les Inconnus aussi. On regardait plein de choses. Des sketchs, des spectacles, et donc j'ai toujours baigné un peu, et puis dans la famille on a toujours été un peu drôle à se raconter des blagues et tout ça, ça a toujours été présent. Il y a des gens chez qui c'est la musique, nous c'était vraiment les blagues en fait, on se faisait tout le temps des blagues, et donc ça a éveillé je pense mon intérêt, parce que ça a mis peut-être un sens sur le lien entre la comédie et le relationnel. Donc à partir de là ça m'a passionné, j'ai trouvé ça cool. Et à partir de quand tu as commencé à vraiment monter sur scène, du coup ? À 16 ans. À 16 ans. Non, j'ai fait des spectacles pour enfants, tu sais, les spectacles un peu nuls, là. J'ai fait des spectacles pour enfants avec du papier crépon. J'ai détesté. Ma mère m'a dit, quand j'avais 7 ans, on a fait un truc sur la Révolution française, parce que c'était le bicentenaire, donc l'anniversaire des 200 ans de la Révolution française. Et on a fait une sorte de petite fête et un petit spectacle de la Révolution française. Et en fait, c'était nul pour moi, parce que c'était pas drôle, parce qu'il fallait faire des chorégraphies, parce que c'était contraignant, c'était pas amusant du tout. Et il n'y avait pas de place à la liberté, en fait. La maîtresse voulait absolument qu'on se positionne à tel endroit. Je suis sorti du truc en disant, j'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie. J'ai dit cette phrase. Et t'avais quel âge ? À 7 ans. Oh. Et j'ai dit, putain, je parlais bien à 7 ans. Et tu sais quoi, je te jure, t'as toujours parlé comme un prof. Insupportable. J'ai jamais été autant humilié de toute ma vie. Et pourtant, t'as osé après remonter sur scène ? J'ai refait de la scène après, mais c'est parce que justement, on m'a montré que la scène, ça pouvait être un endroit de création. C'est là que ça m'a intéressé. C'est toujours chercher un moyen d'exprimer une forme de créativité, en fait. Je faisais des dessins avant, Dragon Ball Z, j'ai dessiné à fond des mangas, des bonhommes, des trucs assez flippants en fait avec le recul. Beaucoup de combats, parce que c'était l'époque des Chevaliers du Zodiaque, de Dragon Ball, donc c'était beaucoup de bagarres, de muscles, de pouvoirs, et j'avais dessiné beaucoup de personnages comme ça quand j'étais plus jeune. C'était un peu notre univers à nous, quoi.
Et qu'est-ce que tu ressentais, justement, quand tu étais en train de dessiner, de créer, en fait? Qu'est-ce que tu ressentais? Je pense que c'était juste un moyen de me dire, d'exprimer les choses, parce que je les faisais à la chaîne. En fait, je faisais pas genre un dessin que j'admirais, j'en faisais à la chaîne, le soir, je rentrais de l'école, je dessinais une quinzaine de pages, où je faisais des rosaces, j'aimais beaucoup ça. Parce que c'était un moyen, pour moi, de sortir de l'apprentissage de l'école, des maths, du français, les tables de multiplication, des choses comme ça quand on est à l'école primaire. Pour moi, c'était l'enfer. Et aujourd'hui encore, je sais pas vraiment, je connais pas mes tables de multiplication et je suis vivant. Donc c'est une preuve. Tu vois, j'arrive à avoir une vie correcte et je sais pas si tu me dis 6 x 7, je te dirais laisse-moi tranquille. Et en fait, tu ressentais vraiment ce besoin, à côté de l'école, d'utiliser ta créativité, quoi, qui n'était pas du tout exploitée alors à l'école. Bah ouais, parce que c'est trop difficile, je pense, en tout cas pour l'enfant que j'étais, de percevoir son existence seulement comme la réponse à des questions. De te dire que ta valeur, elle est dans le fait que tu saches répondre, que quand quelqu'un te pose une question, tu sais, tu lèves la main et tu as l'information. Pour moi, je pense que inconsciemment, c'était important de travailler une forme de valeur personnelle dans l'expression et de se dire qu'on existe autrement que seulement parce que on connaît tous les fleuves de France, tu vois. C'est super, hein, vive la France, vive les fleuves de France. Moi, j'adore. C'est merveilleux, c'est top. Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais l'impression que j'étais cantonné à apprendre des trucs et qu'on voulait absolument que je sache des trucs et qu'après, moi, j'avais pas tellement de champ libre. Donc, tous les moyens d'expression et de lutte contre ce qui pourrait ressembler à du conformisme, ce qui était la comédie, beaucoup, ben, je sais pas, mais ça m'attirait. Mais c'était pas du tout violent, par contre. C'était pas une lutte dans laquelle je devais me confronter ou affronter ou piquer les gens ou me moquer des gens. Pardon, je me moquais pas du tout des gens. C'était vraiment des blagues, quoi. Des blagues débiles. Des blagues carambars. Mais c'est fou d'avoir déjà cette réflexion en étant si jeune. Je pense pas que c'était conscient, hein. C'est parce que tu m'en parles là. Moi, parce que tu me dis qu'est-ce que tu ressentais. Donc je vois mes émotions, c'est les mêmes. Donc je vois à peu près ce que je ressentais. Donc maintenant, avec mon mental d'adulte, moi, c'est la première fois que je dis ça, hein, moi j'avais jamais pensé à ça. Mais je pense sincèrement que quand t'es petit, c'est vrai qu'on te demande beaucoup de te conformer. C'est normal, pour des tas de raisons. Des raisons que faut que tu apprennes la société, faut que tu apprennes la sécurité. Donc il y avait beaucoup de barrières, beaucoup de choses qui font que tu peux te sentir étriqué si tu arrives à réfléchir différemment. Moi, je pense que j'ai toujours été sensible. Mais ça ne voulait pas dire plus ou moins que les autres, mais je pense que j'étais sensible, quoi. Donc je dessinais, j'aimais bien m'intéresser, j'aimais bien la musique, ce genre de choses. Et encore aujourd'hui, à l'époque, c'était une honte de ne pas savoir cette table de multiplication. Aujourd'hui, je peux me permettre de le revendiquer parce que, si tu veux, ça n'a rien changé dans ma vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il s'y est rien passé de grave. J'ai appris d'autres leçons qui étaient hyper importantes que je peux reproduire dans la vie, tu vois. Mais les tables de multiplication, ça va, quoi. Tu peux t'en sortir. Sauf si t'es un astronaute, que t'es, je sais pas, tout ton équipement s'éteint, faut vite faire des calculs, tu dois faire des calculs de tête. Moi, vraiment, il n'y a aucun cas pour l'instant dans ma vie où je dois faire des calculs de tête dont va dépendre ma vie immédiatement. Et comment est arrivée l'écriture ? Ben ça, c'est vraiment mystérieux parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie d'écrire dans des carnets des blagues et au début, c'était vraiment bête, quoi. J'écrivais des bouts. Je me souviens, je faisais des compilations de blagues que j'aimais bien et j'allais dire, tiens, les nuls, ils ont sorti un livre, par exemple, qui s'appelait L'info, c'est rigolo. Je me souvenais avoir écrit genre une dizaine de blagues et aller voir mes autres copains de l'époque pour leur dire j'aime bien ces blagues-là, je voulais vous les dire. Tu sais, avoir fait comme une sorte de fiche de lecture d'un livre de comédie pour voir si les autres, ça allait les faire rire. Et en fait, c'était surtout le partage. C'est pour ça que j'aime bien le stand-up et que j'aime moins les sketchs. Tu vois, parce que la comédie, j'aurais pu faire des sketchs. J'avais l'opportunité d'être chez Golden Moustache. J'aurais pu essayer de demander. On m'a même dit, si tu veux faire des vidéos et tout. On m'avait tendu la main à ce moment-là, que j'ai pas saisi parce que je pense que, pour moi, un des points centraux de la comédie, c'est réellement le partage, la connexion émotionnelle que j'ai moins avec les vidéos, en fait. Tu vois ? J'arrive pas avec les vidéos, je me fais chier. Enfin, pas chier, mais c'est différent. Que le stand-up, c'est très électrique. T'as pas l'interaction. Ouais, mais puis c'est très prenant. Enfin, physiquement, c'est physiquement très prenant. Mais tu te sentais quand même bien sur scène, même si c'est prenant. Mais en fait, tu sentais que t'étais à ta place quand tu étais en train de faire du stand-up comme ça.
Bah, des fois, t'es bien, des fois, t'es pas bien. Hein. Ouais. Vraiment, le stand-up, c'est des hauts, des bas. C'est vraiment comme, tu sais, le sport. Pour n'importe qui a fait un peu de sport, même pas forcément du sport de compète. Hein. Tu sais, dans la vie, tu fais peut-être un peu de sport quand t'es ado. Après, tu reprends quand t'es, je sais pas, la trentaine, j'en sais rien. Tu peux commencer d'une activité. Il y a beaucoup de plaisir, puis des fois, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés. Mais ça fait partie de l'activité, je trouve. Donc, une fois que t'as accepté que ça fait partie du truc, let's go, tu vois. Let's go. Moi, franchement, ouais. Et c'est chouette, c'est pour ça que les comiques, ils aiment bien traîner entre eux, parce qu'il y a tout un pan physique et violent de cette activité qui n'est pas connu. Quand je dis violent, c'est psychologiquement, ça peut être physiquement aussi sur scène, parce que on se prend beaucoup de... Comment dirais-je, on appelle... Je dis souvent que c'est des jets, tu sais, c'est comme dans un avion. Tu sais, quand on décolle, là, tu sais, t'as la tête qui... Et t'as un peu ça quand t'es face à du monde, parce que ton cerveau reptilien est là, c'est pas normal, en fait, que les gens nous regardent. Pourquoi est-ce qu'il y a 100 personnes qui regardent tous vers nous? Ils attendent quelque chose, apparemment. Il y a un truc en toi qui te dit, c'est pas du tout normal. Et ben, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour les gens qui le vivent pas. Ouais. Et tu le fais une fois, t'as compris. Hein. Il suffit de monter sur scène devant des gens, ils sont silencieux, ils attendent que tu parles. Et si en plus tu dois les faire rire, normalement tu comprends bien la pression, tu vois. Oui, tu m'étonnes. Du coup, ça t'a aidé de rentrer comme ça dans la troupe du Jamel Comedy Club, donc dans la première saison. Ça t'a aidé d'être entouré de tous ces autres humoristes qui comprenaient en fait ce que tu vivais. Au début, non, ça m'a pas aidé à entrer parce que à la base, les autres, je les connaissais pas et on n'était pas une troupe. Et je pense qu'on n'a jamais vraiment été une troupe. On a plus été des individualités qui font la même chose. Mais ça m'a aidé le théâtre, moi, pour entrer dans le Jamel Comedy Club parce que et l'improvisation. Ça m'a beaucoup aidé parce que c'est pour ça que je disais souvent aux gens qui voulaient commencer, faites de l'impro. J'ai changé mes réponses. Tout début du Comedy Club, quand les gens me disaient comment on fait pour faire du stand-up, je disais faites du théâtre et faites de l'impro. Parce que l'improvisation, ça te permet d'avoir moins peur de l'inconnu et moins peur du résultat. De se dire, oh, que va être le résultat? On dit, fais ce que tu as à faire au moment où tu le penses et avec un peu de chance, il va y avoir quelque chose de chouette, tu vois. Et puis, bien souvent, le public est quand même assez indulgent. Donc l'improvisation m'a vachement aidé dans le sens où quand les premières fois il a fallu que je présente mes passages ou que je monte sur scène même devant des autres comiques, il y avait la première année on répétait dans un petit endroit qui était équipé avec un micro et juste une sorte de estrade, mais tu sais, c'était une estrade louée, quoi. C'était pas du tout, c'était pas un théâtre, c'était assez froid, mais c'était fou pour nous parce qu'on avait une micro-scène devant nous, enfin c'était dingue. Et donc on répétait là-dedans et il fallait jouer ces passages. Mais on jouait les uns devant les autres. Et moi, ça me dérangeait pas de jouer devant les autres, même de me taper un bide parce que j'avais fait du théâtre, parce que j'avais fait de beaucoup d'improvisation et que là-dedans, on m'avait appris à calmer l'ego, quoi. Ah oui, ok. Donc l'impro, ça aide vachement pour se présenter à d'autres humoristes, à d'autres gens. Maintenant, je dis aux gens, quand ils me demandent qu'est-ce que je fais, j'ai changé, je dis fais des open mic. Parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de comedy club et les gens ils peuvent se lancer directement, alors qu'avant ils ne pouvaient pas, quoi. Au début du comedy club, tu pouvais pas. Justement, quand tu étais à Paris au Jamel Comedy Club, il y avait d'autres scènes que vous pouviez tester ou c'était vraiment, à ce moment-là, il y en avait vraiment beaucoup moins? Au tout début, avant même le Jamel Comedy Club, il y avait d'autres scènes. Il y avait Comic Strip. Moi, j'ai commencé chez La Famille. C'est un groupe artistique. C'est pas vraiment une scène, si tu veux. C'était des soirées courts-métrages. Et entre les courts-métrages, il y avait des sketchs, il y avait de la musique, il y avait du slam, il y avait un peu de tout. Et c'était fait au Café Culturel de Saint-Denis, qui est maintenant une crêperie. Et le Café Culturel, c'était un tout petit lieu. Et il y avait 30 à 40 personnes. Et dans ce Café Culturel, chaque mois, les gens, ils revenaient, c'était les mêmes. Donc, il fallait changer de sketch. Tu vois, tu pouvais pas... C'est un peu de là qu'est venue première fois d'ailleurs, le fait d'avoir besoin de retester, tester, et faire des choses nouvelles de A à Z. Et dans ce café culturel, il y avait Alban Ivanov avec nous, il y avait Grand Corps Malade qui venait faire du slam à d'autres soirées. Il y avait les soirées Slam Alikoum qui étaient là-bas, à Saint-Denis, à la Basilique. On était juste en face des Rois de France. Donc c'est rigolo, tu vois. Donc les premières soirées, il y avait ça, il y avait quelques soirées à Paris. Elles étaient super, hein. Mais après il y a eu le Comedy Club effectivement, et c'est devenu médiatisé. Et il y a eu une énorme demande de la part des pratiquants de dire mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Alors qu'avant c'était inconnu et les gens s'en foutaient en fait un peu.
un peu, tu vois. Tu disais, je fais du stand-up. Les gens disent, quoi? Et Ouais. ils disent, bah oui, c'est des sketchs. Non, en fait, on parle directement, mais tu vois. Quand cette demande est arrivée, ouais, il y avait trop de monde qui voulait en faire pour le peu d'espace où tu pouvais juste pratiquer. Donc le Comedy Club n'a pas vraiment été un vrai Comedy Club en tant que tel parce que effectivement il y avait qu'une soirée qui était un peu ouverte à l'extérieur. Sinon le week-end c'était la troupe qui jouait. Donc effectivement c'était plus une salle de spectacle. Mais en face du Comedy Club il y avait un endroit qui s'appelle le Pranzo. Et cet endroit-là, bah, il est mythique maintenant parce qu'il a fermé. Tu sais, c'est comme, je sais pas, des artistes morts trop jeunes, tu vois. Ouais. Tu sais, le gang des 27 ans, tu vois, c'est le lieu qui a fermé trop jeune. Et il a disparu et il n'a pas eu son plein potentiel. Mais là-bas, il y a énormément de gens qui ont commencé. Kian Kojandi, beaucoup étaient au Pranzo. Bérangère Krief, beaucoup au Pranzo. Kev Adams, beaucoup au Pranzo. Sébastien Marx. Vraiment une énorme partie des gens qui étaient dans, par exemple, On ne demande qu'à en rire, qui était une émission de comédie, d'humour, tu vois, tu connais. Ouais. Eh ben, beaucoup de gens qui étaient de là-bas, on travaillait au Pranzo, on commençait au Pranzo parce que c'était ouvert, c'était accessible. Alors, c'était pas un vrai comédie club en tant que tel, c'était plus un endroit un peu anarchique dans lequel le propriétaire qui s'appelle Manu, qui est une légende, était adorable avec nous et laissait tout le monde jouer et il nous payait avec une pizza. Ah oui. Ouais, parce qu'il avait pas de sous, il pouvait pas nous payer. C'était impossible, il n'y avait pas d'économie. Et il y a eu des premières soirées. Kian animait une soirée, je me souviens. Moi, je participais à sa soirée des fois. Enfin, il y avait énormément de comiques très connus maintenant qui ont joué là-bas et qui faisaient leur premier pas là-bas. Et à ce moment-là, du coup, quand t'es payé avec une pizza, tu t'imagines que tout ça, ça va devenir ton métier ? Tu l'envisages déjà comme ça ? Bah, moi, c'était déjà mon métier. Ouais. Donc, personnellement, oui, moi, j'imaginais que c'était déjà mon métier. Au moment où la pizza arrive, moi, j'étais intermittent parce que j'étais dans le Comedy Club et qu'on faisait des tournées. Faut voir que moi, j'alternais entre pizza et Zénith. Parce qu'en 2007, nous, on a fait la tournée du Casino de Paris avec des Zéniths derrière. Donc, si tu veux, sans prétention, parce que pour nous-mêmes, c'était bien grand. On se disait pas, c'est tout à fait normal ce qui nous arrive. Et puis Jamel nous le rappelait aussi. Il disait, attention, c'est un peu spécial là, ce qui se passe, un peu étrange. C'est pas normal de faire des grandes salles comme ça pour vous. On avait même peur, hein, des fois. C'est important, du coup, de garder les deux. De garder la pizza et le Zénith. Franchement, je crois que peut-être après, c'est aux autres de dire, mais j'ai pas eu le moment où j'ai cru que j'étais un génie. Mais c'est grâce au fait de toujours être dans les clubs, de toujours traîner dans les clubs. Et le fait aussi d'habiter à Aubervilliers et de prendre la ligne 7, tu vois. Ce qui est un changement à Stalingrad. Quand je faisais le Casino de Paris et qu'on avait plein de monde, j'ai toujours fait un changement à Stalingrad. Et Stalingrad, vraiment, c'est le Mexique. C'est vraiment chaud, Stalingrad, tu vois. Donc là, à chaque fois que je faisais ce changement-là, ça me remettait les pieds sur terre, tu vois. Je rentrais chez moi en métro. Donc, si tu veux, je comprenais que c'était super, que c'était un beau spectacle, que les gens étaient contents, qu'il fallait célébrer, mais je comprenais aussi que c'était pas la vie, quoi. C'est un monde, c'est spécial, c'est un moment de fête, c'est comme Pâques ou Noël, j'en sais rien, c'est un jour, c'est la fête, après, tranquille. Mais est-ce que ça a quand même été un peu difficile à vivre, cette médiatisation qui arrive comme ça d'un coup, vu que c'était la première saison du Jamel Comedy Club, vous ne vous y attendiez pas non plus à faire toutes ces scènes et à faire toutes ces télés. Comment tu l'as vécu ? Franchement, je l'ai pas mal vécu. C'était un peu bizarre. Je me méfiais un peu au début des gens et tout ça. Puis après, ça s'est très vite fait naturellement. On a eu beaucoup de chance, nous, c'est qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. On n'avait pas tout ce qu'il y a sur Instagram maintenant et Twitter, par exemple. Il n'y avait pas tout ça. Et je pense que quand tu commences maintenant, tous ces réseaux sociaux sont très violents avec toi. Et plus tu es exposé, plus c'est violent. Nous, les gens qui nous détestaient, on n'entendait pas leur voix. On entendait seulement les gens dans la rue qui nous aimaient bien et qui nous disaient « Salut, ça va ? J'ai vu l'émission » ou qui demandaient justement « Comment on fait pour faire du stand-up ?» Et puis, on n'était pas des célébrités. On était juste « Ah, il y a des petits jeunes qui font des blagues sur Canal+. » On n'était pas des restas, quoi. Je pense que c'est Thomas et Fabrice qui ont été extrêmement mis en avant. Donc, eux, peut-être qu'ils l'ont vécu différemment et que ça a été difficile pour eux. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un manège, quoi.
Et puis, j'avais beaucoup d'anxiété sur les performances qu'on devait faire. Donc, moi, j'essayais de faire des spectacles, j'essayais vraiment d'avancer. Puis, j'étais passionné par le stand-up. Donc, je calculais pas trop les trucs d'attaché de presse, de choses comme ça. Moi, je me souviens avoir râlé une fois parce que j'avais pas de vraies grosses interviews. Donc, en vrai, j'avais que des petits bouts dans des genre 20 minutes ou des choses comme ça. Ah ouais. Et j'étais là, mais en fait, il y a personne qui s'intéresse vraiment au travail de fond. Comme maintenant, c'est le cas avec la jeunesse qui aime bien le stand-up. Les gens sont à fond et ils s'intéressent vraiment. Quand ils parlent d'artistes, ils en parlent en prenant le passé de l'artiste, en voyant quels sont ses goûts, quels sont les chemins qu'il emprunte et tout. Intellectuellement, tu vois. Nous, ils sont foutés complètement. Ils essayaient juste de dire, c'est quoi? Ah ouais, t'es rebeu, tu fais des blagues, mais ouais, tu fais pas l'accent rebeu. Ah, on sait pas, ok. Et en 7 lignes, c'était réglé parce que c'était des piges. Et maintenant, ce qui est génial, c'est qu'il y a une effervescence dans les geeks de comédie, mais le contre-coup, je trouve, qui est violent pour les artistes aujourd'hui, c'est quand tu deviens un peu connu et que t'es exposé, t'es très 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 critiqué, et t'es vraiment soumis à Jean-Paul Michmuche qui est chez lui et qui dit tu pues la merde quoi, en un tweet. Nous on n'avait pas ça. Une fois on a eu, j'ai eu une critique, Jamel Comedy Club, il y avait un site internet, tu vois le délire, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des vidéos sur un site web. www, tu vois. Aujourd'hui, ça n'existe plus ces trucs-là. C'est que c'est des réels, c'est des, tu vois. Donc sur le site, il y avait mon passage et en dessous de mon passage, je pouvais laisser des commentaires et personne laissait de commentaires. La flemme. En fait, on vient de cette période-là. Qui a bien changé. La flemme. Laissez-nous tranquilles en fait avec vos commentaires. Donc, je crois que j'ai jamais mis de commentaires. Franchement, je crois que peut-être j'ai dû en faire 3. Je dis 3 pour être sûr, tu vois. Mais en vrai, j'ai pas de souvenir de laissage de commentaires. Donc, pour moi, laisser commentaires, c'est lame, quoi. Et il avait écrit pitié, tu vois. Genre, non, ça fait pitié, mais il avait écrit ça fait pitié, ER à la fin. Et ça m'avait fait taper des barres. Parce qu'au début, j'étais là, ah, ça fait pitié, j'étais triste. Oh non, c'était. Ah, bon, ok, le gars, c'est un débile. Parce qu'il a conjugué un truc qui se conjugue pas. Enfin. C'était trop bizarre, tu vois. Et voir ça, si tu veux, ça m'a fait taper des barres un peu sur le moment. Mais ensuite, j'ai vécu la violence d'Internet et j'ai vu, en voyant sur d'autres cibles, à quel point les gens peuvent être méchants et violents et tout. Et j'avoue que je trouve que c'est un désavantage maintenant. On a eu de la chance à l'époque finalement, puisque nous, on a été portés que par une vague chaude et douce et bienveillante. Les difficultés, elles étaient à l'intérieur de notre taf. C'était très dur. Dans la troupe, le fait de travailler comme ça, le fait de subir en quelque sorte une tournée à laquelle on n'est pas prêt en vrai. C'est pas tant un cadeau que ça. Pour plein de gens, ils disent ouais, c'est génial, vous faites des zéniths. Bah, c'est super, mais c'est pas tant génial que ça. Ce qui était super, c'est l'atmosphère entre nous dans le bus, on rigolait. Ce qui a donné beaucoup la série Inside Jamel Comedy Club. Oui, qui est génial. C'est super. Et en fait, ça partait de toutes petites anecdotes. Après, je ne parle pas à la place des auteurs, c'est à eux d'expliquer comment ils ont écrit. Moi, je n'étais pas auteur, mais je sais qu'il y a des choses que je reconnaissais, mais qui étaient amplifiées fois 1 milliard, tu vois. Et ils ont essayé de faire des archétypes très poussés de chacun d'entre nous, en prenant un défaut ou une qualité, et il fallait un mec normal, et ils m'ont dit, c'est toi le gars normal. Donc voilà, parce que on a décidé que c'était toi, comme tu as une tête de gentil, bah, tu seras le gars normal, quoi. Et finalement, cette médiatisation, elle s'est passée crème, quoi. Moi, les gens, ils me reconnaissent très peu. Je suis content, en fait, pour le moment, de cette médiatisation. Là, j'aimerais augmenter maintenant ma notoriété. Le problème, c'est que c'est difficile d'augmenter sa notoriété sans augmenter un peu son exposition. Et c'est un peu inquiétant, toujours, d'augmenter son exposition, parce que moi, évidemment, on a envie d'être apprécié pour le travail qu'on fait, mais c'est un tout. Il faut montrer son travail pour que les gens s'y intéressent. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit, réseaux sociaux, exposition, t'as forcément une exposition au négatif d'Internet, quoi. Mais pourtant, justement, t'es bien suivi sur les réseaux sociaux, et puis t'as fait un documentaire qui est sorti sur Netflix, t'as sorti une bande dessinée aussi. On connaît ton nom. Ouais. Mais peut-être qu'on n'associe pas forcément à toi. Non, je pense que je suis pas connu du très grand public. Je pense que le Jamel Comedy Club est connu du très grand public, et s'ils me repèrent par rapport au Jamel Comedy Club, ils vont faire ah ouais, c'était le gars du Comedy Club qui faisait ça. Ouais. Sauf que
moi, ça fait 15 ans que je suis passionné, j'ai évolué. Comme tout gens qui pratiquent, moi, mes blagues ont changé. Donc, je ne sais pas si les blagues que maintenant je fais pourraient convenir aux gens de l'époque du Comedy Club. Et puis, en termes de médiatisation, j'ai fait plein de petites choses, mais c'est les gens qui suivent la comédie ou qui me suivaient à l'époque, qui m'aimaient bien, qui ont suivi ça. Donc oui, j'ai fait des tas de projets. Alors moi, je suis hyper content parce que c'est très varié. Donc j'ai fait de la BD, documentaire, web-série, l'histoire racontée par des chaussettes. J'ai vraiment la chance de faire des disciplines différentes tout le temps. Moi, ça m'amuse. Moi, je suis content et je m'estime très chanceux parce que je vis de ça. Mais là, plus le temps passe, plus le stand-up, ça me plaît. Donc moi, j'aimerais vraiment augmenter pour moi, la possibilité d'être libre dans le stand-up. Et pour être libre, il faut essayer d'amener du public. C'est ça qui te donne la possibilité, si tu veux, d'organiser des dates où tu le souhaites. Et pour moi, la liberté, c'est organiser des dates où je veux. Tu vois. Là, par exemple, venir à Bruxelles parce qu'on m'invite, c'est cool pour moi. Tu vois, je prends 2 jours, je viens, je joue, je teste des blagues pour le nouveau spectacle. Je le fais en toute camaraderie avec des gens avec qui je sais que ça se passera bien. Mais c'est un luxe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre de faire confiance à leur père, parce qu'ils ne travaillent pas dans les mêmes, si tu veux. Ils n'ont pas ce système de tu as une place à Marseille, tu vas avoir une place à Lille, et entre comiques, on se connaît. Donc si je vais à Marseille, je sais que je serai bien accueilli parce que je connais un tel, et tu vois, c'est quand même une grande chance. C'est comme si on était une petite mafia bizarre, tu vois. Non, mais mafia tranquille, quoi. Une gentille mafia. Une gentille mafia, quoi. Mais tu vois, c'est quand même, c'est à la confiance beaucoup et à la parole. Tu vois, moi, j'ai rien signé, là, j'ai pas de contrat, et il n'y a pas d'angoisse à avoir. On fera les papiers quand il faudra faire les papiers, quoi. J'ai pas besoin d'envoyer un agent, tu vois. Avec les gros trucs viennent ce genre de problèmes. Parce qu'avec les grosses sommes d'argent, avec les grosses expositions, viennent les gros problèmes, parce que plus il y a de pression, plus il y a de soucis souvent. Et pour revenir à la partie notoriété, médiatisation, comment tu as vécu du coup la fin du Jamel Comedy Club ? Est-ce que tu as eu peur que d'un coup ça s'arrête ? Ou tu avais déjà des projets pour la suite et c'était déjà lancé grâce à ça ? Alors, c'est moi qui suis parti du Comedy Club, donc en 2011. Moi, j'ai eu pas peur quand le Comedy Club s'est arrêté parce qu'on était épuisés. On était fatigués parce que c'était beaucoup de tournées, on avait bien rigolé, mais c'était chiant en fait de revoir tout le temps les mêmes têtes. Même les gens au sein de la troupe étaient saoulés les uns des autres. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Tu vois ? Alors, on s'aime beaucoup. C'est comme des potes tu vois, c'est comme des potes de terminale. Mais c'est bien d'avoir ces projets solo aussi à un moment, quoi. Tu fais tes affaires t'as ton bac. Vas-y, c'est bon. Tu vois, si on se recroise dans la rue, c'est trop, tu vois. Et puis il y en a d'autres que t'aimes moins et tu parles moins, mais tu les rayes pas de ta life. C'est juste que c'est des potes de terminale, quoi. Tu vois. Et moi, j'avais pas peur que le Comedy Club ça s'arrête parce que moi, j'avais envie de faire du stand-up avant le Comedy Club. Donc pour moi, c'était super, une chance géniale. Merci le Jamel Comedy Club. Une opportunité merveilleuse, mais en même temps il fallait beaucoup de courage de notre part pour le faire aussi, parce qu'on avait 6 à 8 mois de scène de stand-up dans les pattes et on faisait déjà une captation, alors qu'aujourd'hui il faut comprendre, si les gens regardent les premières saisons du Comedy Club et qui regardent Montreux maintenant, n'importe quel passage à Montreux, il est, en tout cas si c'est la première fois que l'artiste vient à Montreux, c'est certain que le truc est rodé depuis 2-3 ans, mais rodé sa grand-mère. Nous, chaque année, il fallait qu'on ait un 5 minutes et c'était notre première année d'expérience de stand-up. Donc il y a des gens qui font Montreux, c'est leur 7e, 8e année de stand-up et ils ont rodé un passage pendant 2 ans. Vous voyez, on n'est pas sur le même rodage. Donc oui, merci, je dis toujours c'est super. Je rendrai toujours hommage au Comedy Club, toute l'équipe, tout ça, merci. Mais avec l'âge, j'ai appris aussi à voir la force que ces jeunes gens avaient de s'exposer aussi et le courage que tout le monde a eu, quoi. Il faut replacer le contexte, c'est important. Et par contre, il y a quelqu'un que tu as continué à voir quand même après le Jamel Comedy Club, Dedo, dont tu parlais tantôt de l'histoire racontée par les chaussettes. Bah ouais. Ça a été vraiment un coup de cœur artistique ? Un coup de cœur amical même, je dirais. Dedo, en fait, on est devenus vraiment amis avec le temps. On s'est rencontrés dans le Comedy Club, mais comme on avait le même humour et que les autres n'avaient pas cet humour-là, moi, au début, je me sentais rejeté parce que je faisais des blagues débiles et personne rigolait. Je dis, vous êtes des casse-couilles, en fait, vous rigolez pas.
faut savoir qu'au début, on se connaissait pas bien. Donc, après, avec le temps, chacun a appris à rire avec l'autre à sa manière. Donc, au début, c'était relou. Mais des fois, je faisais des blagues et j'entendais un rire au fond. Et ben, c'était Dedo qui rigolait. On disait, il est débile, lui. Après, lui, il faisait une blague, moi, je rigolais. Du coup, on s'est vraiment rapprochés par la comédie et on avait plein de choses en commun et on les a rendus ouf. En fait, en devenant un duo, ils nous ont haïs dans le car parce qu'on faisait des improvisations qui duraient des 2 heures, 3 heures, qui n'avaient aucun sens. On parlait en anglais, on faisait n'importe quoi. Ils devenaient ouf. Et à la fin, si tu veux, tout le monde s'aimait bien. À la fin, tout le monde est vraiment, quand on se retrouve, il y a cet amour qui existe. Mais Dedo et moi, on a vraiment une histoire amicale qui perdure. Donc on a fait l'histoire racontée par les chaussettes. Là, on essaye de faire vivre le truc le plus possible. On en diffuse sur YouTube. On a des super beaux projets pour 2023 pour l'histoire racontée par les chaussettes. Ça va être vraiment chouette. On continue à travailler ensemble. Dedo, c'est pareil. Il fait des choses très variées. Là, il a son groupe avec les princesses Leia et il a écrit une BD aussi. Il fait son stand-up. Il écrit. Il est dans une série qui passe sur France 3 qui s'appelle Space Game. Voilà. Donc, on a Antoine Chomsky. Voilà, c'est l'autre personne qui travaille avec les princesses Leia. Donc, si tu veux, on a un peu le même parcours et on aime la diversité. Et vous n'avez pas peur d'oser, quoi. Enfin, l'histoire racontée par les chaussettes, c'est complètement fou. Ouais, hein, c'est un peu foufou. Ouais, voilà. Ouais, mais vous n'avez pas eu peur, quoi, on n'a pas eu peur, mais on est vraiment des débiles. Alors, on est des débiles parce que, pour te dire, l'histoire racontée par les chaussettes, le premier épisode qui avait été fait, on a fait un pilote. Ce pilote-là, il a été refusé par TF1. Ensuite, il a été refusé. Il y a Calt qui a été intéressé par ce pilote, ce qui est cool parce que c'est ceux qui faisaient Kaamelott à l'époque. Et à l'époque, tout le monde leur envoyait des versions grecques antiques de Kaamelott, gauloises de Kaamelott. Tu vois, ils essayaient de faire des Kaamelott, mais à d'autres périodes et avec d'autres civilisations pour dire on va utiliser les archétypes qu'on connaît des civilisations, l'Égypte, j'en sais rien, et on va faire re-Kaamelott. Et eux, ils étaient saoulés, tu vois. Et c'était là, ok, on a des piles de DVD de gens qui nous envoient. Et nous, on avait proposé par l'intermédiaire d'un des directeurs de prod du Jamel Comedy Club, on leur a proposé les chaussettes. Ouais. Et en fait, ils ont bien aimé. Donc nous, on était comme des oufs. On était, putain, Kalt et tout, c'est trop la classe. On était vachement contents qu'ils aient apprécié les chaussettes. C'est vraiment super chouette. On a été au Festival de la Fiction, qui est un gros festival dans lequel toutes les séries sont en quelque sorte concours pour avoir un prix, etc. C'est assez prestigieux. Hein. Il y a vraiment il y a des castings, il y a du monde qui viennent et tout. C'est assez chouette, le Festival de la Fiction de La Rochelle. Nous, on ne connaît pas. 2009, on y va. Grâce à Calt, on est inscrit et on gagne le premier ever prix de la web-série. Ça n'existait pas, la web-série. Mais le premier épisode qu'on a mis sur YouTube, et donc qui a fait qu'on est devenu une web-série, c'était le pilote qui était destiné à séduire les télévisions, mais qui n'a pas marché. Et ce premier épisode, on a fait 50 000 vues. 50 000 vues en 2007, c'était ma boule. Et nous, comme des putains de gauchistes de merde, avec Dedo, quand YouTube nous a dit « Est-ce que vous voulez capitaliser ?» C'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé des mails en disant « Est-ce que vous voulez monétiser ?» Et nous, on a dit, c'est quoi ? Ils ont dit, il y aura des pubs. Et on a dit, c'est mort, niquez-vous. Nous, on veut que nos amis qui regardent, jamais ils voient une pub. Donc, on a rejeté totalement le système capitaliste de YouTube. On n'a rien compris au game. Si on avait accepté la monétisation, ça se trouve, on aurait gagné beaucoup d'oseille et on aurait pu faire d'autres chaussettes. Mais nous, on était en mode, c'est mort. On veut pas de pub. On est trop des gars du 93, débiles. Mais en même temps, franchement, avec le recul, c'est du bonheur. Franchement, c'est du bonheur. C'est la rigolade, tu vois. Parce que nous, on a vu toute la vague de youtubeurs. C'est ça qui est on a vu tout YouTube déferler et tout ça. Et les gens cartonner, on en connaît plein maintenant. En plus, c'est des copains maintenant. Et voilà, beaucoup de respect pour eux. Mais pour dire qu'on avait une autre mentalité et que c'était très différent. Et puis ça a été bien suivi parce qu'en plus vous aviez lancé un crowdfunding aussi pour en faire d'autres. On en a fait 2 même. Ouais, et à chaque fois les gens vous suivaient. Ouais. Donc grâce aux gens, on a fait 15 épisodes en plus. Ouais. C'est super. On a fait un crowdfunding pour 10 épisodes et un DVD. On a pu faire un beau DVD en carton et tout, avec des super dessins dessus, machin, un petit livret. C'était trop bien. On a pu faire aussi 6 autres épisodes
il me semble 6 ou 5, je sais plus, avec un autre crowdfunding financé par les gens. Et là maintenant, c'est grâce au CNC, parce qu'en fait, on se sentait mal de redemander à chaque fois. Et on n'est pas bon en système de financement. Si tu veux, en système de... Il y a des gens c'est des génies de la prod, et ils savent où aller chercher l'argent et tout. On n'est pas des génies de ça, nous. Mais on s'améliore. Maintenant, on commence à s'améliorer, à dire, OK, on veut être riche comme tout le monde, c'est bon, laissez-nous. Mais en vrai, on a demandé des aides au CNC+, et qui ont accepté de financer et d'aider la chaîne. Mais ça faisait 15 ans qu'on était là, quoi. Nous, on a beaucoup, beaucoup d'expériences prouvées. Et puis, ce qu'on fait, ça s'adresse vraiment à un public très, très large. Voilà, donc ça nous a vachement aidé. Le CNC a accepté de nous aider sur ça. Et du coup, c'est quoi les nouveaux projets ? Est-ce que tu peux en parler, des futurs projets pour le moment, avec des dos mais en 2023, normalement, il y aura encore des projets des chaussettes. Mais pour le moment, on est en train de travailler dessus. Et pour pas se porter malchance, c'est mieux d'attendre un peu, tu vois. Voilà, je préfère. Et donc, on en a parlé tantôt. Donc, tu as fait un documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?» Tu as fait plusieurs pays, tu as rencontré plein de comiques. Comment c'est né cette envie de faire ça ? Parce que en 2013, j'ai commencé à jouer beaucoup en anglais dans des pays donc anglophones. J'ai été, grâce à Eddie Izzard, qui est une super rencontre aussi dans ma carrière, qui est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour la comédie, on va dire, internationale, dans le sens où le stand-up était très localisé, États-Unis, Canada, c'était un peu là les fiefs, les grands fiefs, quoi. Mais comme l'Europe commençait à s'y intéresser, donc la France, mais partout, hein, l'Allemagne, l'Espagne, il y a du stand-up un peu partout, il devenait possible d'aller jouer dans ces pays-là. Sauf que il y a les pays anglophones où on peut jouer en anglais, donc moi j'ai beaucoup joué en Angleterre, mais les pays comme l'Espagne, moi je peux pas aller en français et jouer devant des Espagnols. Je vais jouer devant une communauté francophone, à la limite, si je vais à Barcelone, je peux jouer devant des Français. Mais ce qui est chouette, c'est de partager un truc avec des Espagnols. C'est ça qui est sympa. Donc, a commencé à naître des comédie clubs anglophones un peu partout en Europe. En Allemagne, il y en a plein. À Berlin, tu peux jouer en anglais dans plein de scènes et tu vas jouer devant toute l'Europe finalement. Tu vas jouer devant tous les expatriés de tous les autres pays, tous les immigrés qui viennent là et qui essayent de faire leur vie à Berlin, ils vont pouvoir comprendre, puisque la langue commune, c'est l'anglais. Donc grâce à ça, j'ai fait pendant 2-3 ans des tournées. Donc j'ai fait 18 pays à peu près. J'ai joué un peu C'était partout. comment de jouer en anglais justement ? C'était drôle, c'était super. C'est très exaltant. En fait, c'est beaucoup plus jouissif, parce que quand tu arrives à faire rire, c'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si marcher avec des échasses, et tu arrives à jouer au foot avec des échasses. C'est génial. Si tu mets un but avec des échasses, c'est compliqué. Là, c'est pareil. C'est vraiment jouer du violon avec des gants de boxe. C'est ce que faisait Coluche. Moi, j'ai joué surtout le plus, c'était à Édimbourg, en Écosse. J'ai fait 1 heure fois 26 jours. Donc, j'ai fait 26 fois mon spectacle en entier de 1 heure de stand-up. Ça, c'était intense. Et ça, c'était une grosse expérience, parce que quand j'ai fait ça, je ne savais pas où j'allais. J'ai préparé cette heure-là pendant 1 an à peu près. Parce que partir de rien, moi, je ne savais pas parler anglais, j'étais vraiment mauvais. Et arriver à faire 1 heure et réussir à tenir des gens et avoir des salles complètes et tout, ça a été une expérience géniale, parce que ça me prouvait bien que tu peux partir de rien et créer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est une bonne expérience à avoir dans la vie. Et donc, du coup, tu as moins peur de la fin des cycles. Tu te dis, je sais, et ça, tout le monde peut le faire. Enfin, je veux dire, c'est comme courir. Dans la même période, j'ai essayé de courir. Moi, j'avais très, très peur de courir. Parce que je fumais beaucoup. Quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, il faut courir un peu, parce qu'il faut que les poumons se décrassent. J'avais très, très peur, parce que je me disais, j'ai jamais fait de sport, je suis nul, j'y arriverai jamais. J'étais terrifié. Et en fait, je me suis dit, j'ai fait une technique qui marche de ouf. Je vous la donne. J'ai dit, combien de temps tu peux courir ? Et moi, dans ma tête, j'étais là, non, 1 demi-heure, c'est trop, 20 minutes, c'est trop, j'arriverai pas. En plus, j'avais honte de sortir de chez moi, parce que j'avais honte que les gens me voient courir. Parce que je voulais aller dans un parc. Mais j'étais gêné. Je me suis dit, les gens, ils vont me regarder, ils vont dire, lui, il sait pas courir, laisse tomber. Enfin, j'étais gêné, j'étais honteux, quoi. J'étais, courir. Et donc, j'ai réduit à, tu peux faire 15 minutes. J'étais là, je pense pas, je peux pas faire 15 minutes. Et après, je me dis, tu peux faire 5 minutes. Et après, j'étais là, j'ai failli dire non, mais c'est un dialogue interne. Et je me suis dit, mec, si tu ne peux pas courir 5 minutes, faut aller aux urgences tout de suite, parce que t'es en train de mourir, en fait. T'es une personne malade.
Si tu peux pas courir 5 minutes, je parle pas de courir à 200 km, je parle de trottiner 5 minutes. Donc j'ai dit, gars, c'est le minimum. Sinon, t'es pas une personne. N'importe qui de ton âge, j'avais 30 ans à l'époque. 30 ans, vivant, tu vois, pas de problème physique de majeur. Bah, tu peux courir 5 minutes, quoi, ça va. Encore si t'as des problèmes de jambes, de dos. Donc je suis sorti 5 minutes et je te jure, j'ai fait tous les jours 5 minutes. Et le mois suivant, j'ai fait 10 minutes. Et comme ça, jusqu'à arriver à 1 heure. Et maintenant, même quand j'ai pas couru pendant des mois, je me dis, bah, je sais que je peux faire 1 heure parce que je l'ai déjà fait. Et si j'arrive pas à l'heure, bah, j'ai qu'à reprendre cette méthode-là. Et ben c'est pareil pour tout après. Pour l'heure en anglais, j'ai commencé avec 5 minutes, j'ai fait 7 minutes, mais même 1 minute est une victoire. Tu vois, même 30 secondes de blague en anglais est une victoire. Ou un nouveau mot est une victoire. Donc du coup, t'es plus à te dire, faut que je fasse un show en anglais, j'y arriverai pas. Ou comme pour des travaux, il faut que je repeigne ma chambre, t'y arriveras jamais. Faut d'abord réfléchir c'est quoi la couleur, voir où il y a des trucs à enduire, gratter. C'est des étapes, plein de petites étapes. Ben, ça m'a grave servi dans la vie. Excellent. Bah, tout se joue en mental, quoi. Oui, voilà. Je sais pas si ça peut aider, mais c'est une technique pour apprendre à courir, tu vois. Voilà. En fait, il faut se motiver petit bout par petit bout. Et ben, le stand-up, maintenant, j'arrive à le faire. Là, par exemple, j'essaie d'écrire un spectacle pour la fin de l'année. J'ai 1 demi-heure. C'est très effrayant parce que j'ai 1 demi-heure qui me manque. Et c'est vraiment, ça va me demander beaucoup de travail, je le sais. Si j'imagine écrire 1 demi-heure, oh, c'est la panique. Ça t'effraie encore malgré toute l'expérience que tu as déjà ? Ah, mais évidemment. Parce que c'est en fait notre métier est bizarre parce que c'est pas la même chose qu'on refait. On me demande pas de faire une tarte au citron tous les jours. On me demande de faire une nouvelle tarte. Donc, je vais faire ma tarte au citron qui va être genre 1/4 d'heure de blague. Je vais la vendre, super. Mais après, il faut que je fasse une tarte à la rhubarbe. Sauf que moi, j'ai jamais fait ça avant. Il faut que je change. Si tu veux, il faut que j'ai des nouvelles blagues. Et avoir des nouvelles blagues, tous les humoristes ne le font pas. Il y a plein d'humoristes qui restent avec du stock. Tu vois. Enfin, moi, j'essaye. Je ne sais pas si je vais y arriver à moi-même. Hein. C'est l'avenir qui nous le dira. Rendez-vous en décembre, les amis. Peut-être ça va être pourri. Et justement, c'est comme ça que tu fonctionnes. Alors, comment marche ton processus créatif ? Est-ce que tu as vraiment un processus bien défini ou c'est un peu, ça dépend des moments ? Honnêtement, j'ai pas vraiment de processus créatif parce que, en fait, si j'en avais un, je l'aurais pimpé pour devenir milliardaire, tu vois. Tu sais, pour créer de ouf. J'apprends encore à comment je crée, mais c'est vachement en rapport avec la santé mentale, tu vois. Dans le sens, est-ce que tu es OK pour travailler en ce moment, est-ce que tu vas bien et tout. Des fois, ça va pas bien, des fois, ça va bien dans la vie. Des fois, tu as de la motivation, des fois, tu n'as pas. Et j'essaie de créer de la discipline. Tout le monde dit ça. Hein. Tout le monde dit le but dans la vie, c'est d'être discipliné. Grâce à ça, on peut faire vraiment des choses merveilleuses. Le problème, c'est que je sais pas comment on est discipliné. Donc, j'invente mes propres méthodes. Et quand je vois que quelque chose marche, j'essaye de continuer. Par exemple, fragmenter une activité qui me fait peur en plein de petites activités qui me font un peu moins peur, ça permet d'avancer. Accepter que ce qu'on fait au début, ça va pas être bien, et d'accepter que c'est naturel. C'est vraiment, ça n'existe pas les bébés qui marchent immédiatement. Ce serait terrifiant. Imagine, le bébé, il naît, tu vois, il pleure, on le pose, et il se lève, et il marche. Tout le monde en panne, tu vois. Normalement, tout le monde court. Et en disant, voilà, c'est le diable, en fait, c'est Satan. Donc, on est obligé d'apprendre à marcher, et on est obligé d'apprendre à faire des petites améliorations quand on a la force de les faire. Il y a des moments où tu vas galérer pendant plusieurs mois, et puis, en 2 jours, tu vas trouver les solutions. Là, j'écris en ce moment, il y a des moments où c'est nul. Enfin, j'ai pas d'idée. Et après, pendant 1 heure, je vais peut-être avoir une bonne idée qui va peut-être débloquer les autres. C'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de travail sur accepter le fait qu'on ne peut pas le faire d'un coup et que ça n'existe pas, les génies. Que, tu vois. Donc, c'est s'accepter, quoi. De processus de tranquille. Mais c'est ça, le travail. Ouais. À la limite, faire le truc, c'est pas vraiment dur. Le travail, c'est de pas se taper soi-même, de pas s'en vouloir, se détester. Tu sais, les gens, quand ils n'arrivent pas à faire un truc, ils ont la rage contre eux, ils se cognent contre la table, ils sont en colère contre eux-mêmes ou la table. Ou, tu vois, c'est d'essayer d'être en colère contre son père, d'être pépère, d'être là, écoute, franchement, c'est dur, on va y arriver à un moment donné, parce qu'on a décidé qu'on allait le faire, donc on va le faire. Ça va venir, quoi.
Mais ça peut faire peur aussi parce que tu ne dépends que de toi, en fait. Comme tu es artiste et indépendant et que tu n'as pas un patron, par exemple, qui va t'aider ou pas, mais te menacer peut-être, je ne sais pas. Mais tout dépend que de toi. Donc ça met quand même une pression qu'il faut accepter. Ouais, c'est vrai. Et c'est là que il faut avoir la foi. Alors, c'est pas un rapport avec... c'est vraiment une distinction, ce que j'aimerais bien mettre dans le spectacle d'ailleurs, la distinction entre espérer et avoir la foi. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'espérance, donc tu attends un truc, il faut que ce soit là, si c'est pas là, c'est la merde, tu vois. J'espère que je veux obtenir ce truc que j'aimerais bien obtenir. Et après, en quelque sorte, une forme de foi, comme moi je l'entends, c'est pas de truc religieux, mais c'est juste de pouvoir avoir une forme de respect de ce qui existe et croire en soi en se disant je pense que c'est quelque chose qui est envisageable. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ça va exister. Ce sera là. Ouais. Tu vois, mais je ne sais pas quelle forme ce sera, et quand ce sera la bonne forme, j'espère que je le verrai, et je serai en quelque sorte guidé, quoi. Il y a quelque chose d'inconscient, quelque chose de pas tangible et de pas vendable en petits bouts de caramel, quoi. C'est à toi de gérer ta foi. Et aussi l'envie. C'est-à-dire que moi, ça me plaît de raconter des blagues. Ouais. Donc, me raccorder au sentiment premier, savoir pourquoi tu fais le truc, quoi. Est-ce que c'est parce que t'aimes bien parler avec les gens, ou est-ce que c'est parce que t'aimes le bif? Et c'est vraiment, t'as vraiment cette envie de combiner plein de choses. Voilà, t'es scénariste, t'es auteur, tu fais des blagues, tu fais du stand-up, t'as joué aussi, t'es aussi comédien. C'est un besoin comme ça de faire toutes ces choses, ça te nourrit de manière différente? Exactement, c'est tout à fait ça. Ça nourrit en fait, ça permet de, comme quand on fait du sport, de changer d'exercice. Oui. C'est-à-dire que c'est la même chose, on De muscle varier. le corps, c'est pour la bonne santé, mais c'est des exercices différents. Il y en a qui font un peu de vélo, un peu de natation, un peu de tir à l'arc. Moi, vraiment, je le vois comme ça. La création, pour moi, c'est de la création, mais on change un peu. Et puis, comme c'est des domaines que j'aime énormément, j'ai beaucoup de chance, donc j'accepte. Quand on me dit, tiens, tu veux pas nous aider pour écrire un petit truc, à fond. Si ça me plaît, si je me sens à l'aise dans le truc. Franchement... la création peut prendre énormément de formes différentes, et je pense que ce serait dommage de garder tout le temps la même, ne serait-ce que pour... Même si on veut retrouver une forme qu'on aime et qu'on apprécie particulièrement, c'est intéressant de s'inspirer auprès d'autres formes, d'autres structures. Ouais. Voilà. Oui, tout ça t'aide pour chaque domaine différent. Absolument. Quoi. Par exemple, dans le scénario, moi, j'étais pas bon en structure au début. Je me suis renseigné sur la structure, j'ai essayé d'apprendre qu'est-ce qui faisait tenir une histoire. Et maintenant, j'essaye d'utiliser ça dans le stand-up pour construire des histoires un peu plus ancrées, ou même quand c'est très absurde, très débile, trouver un moyen de faire en sorte que les gens restent avec moi. Ça marche pas tout le temps, mais il y a des choses, des fois, des parallèles qu'on peut trouver. Et quand je fais des masterclass, quand je fais c'est des sortes de stages où il y a des jeunes humoristes qui participent pour apprendre de l'expérience que j'ai, parce que ça fait 15 ans que je fais ça, j'essaye de leur donner des astuces de scénario en disant prenez ça en compte parce que même si la blague elle est pas marrante, au moins l'histoire est intéressante. Ça fait que les gens écoutent, quoi. Ouais. J'allais justement venir vers ça. Pourquoi tu as eu envie de faire ces masterclass? Pourquoi tu as envie d'aider justement les jeunes humoristes? Il y a deux raisons. Hein. C'est que ça fait, comme tu dis, comme je suis en indépendant, moi j'aime bien varier les boulots. Donc moi ça me crée une sorte de chemin de travail. Ça peut faire un emploi, c'est une rémunération et en même temps c'est un job. J'ai toujours donné des conseils à tous les gens qui m'en ont demandé, de mémoire. Hein. Donc je le faisais dans les comédie clubs gratuitement. Je me suis dit, écoute, je crois qu'avec le temps, tu as accumulé un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a un autre truc qui est venu, c'est qu'on m'a proposé d'en faire. Il y a Shirley qui avait fait son école, m'a proposé de faire des masterclass. Le Fridge voulait faire des masterclass à un comédie club à Paris. Voulait faire des masterclass. Donc, tout le monde commençait à faire des masterclass. Je me suis dit, pourquoi pas faire la même? Je crois que j'en ai parlé un peu autour. Et les gens m'ont dit, ah ouais, grave, moi je serais hyper intéressé de venir à une de tes masterclass. Donc j'ai dit, ok, alors masterclass, ça fait pompeux, hein, mais c'est le terme un peu usuel, quoi. Tu vois, en vrai, c'est un stage, et puis c'est empirique. Y a pas on peut pas apprendre le stand-up, tu vois. On n'apprend pas le stand-up. On apprend moi, j'échange ce que je connais moi, quoi. Ouais. Et c'est important aussi de les aider à ne pas traverser, enfin si c'est possible, les difficultés que toi, tu as pu connaître. Ouais.
Bah ouais, je pense que... Et puis, de toute façon, je pense que ça a été un travail de la génération... je pense pas de notre génération du Jamel Comedy Club, mais celle qui est arrivée juste après. Donc, Toukian, Shirley, Fari, Jason, tous ces gens-là, ils ont vraiment fait en sorte de créer des conditions beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus cool dans notre monde à nous du stand-up en quelque sorte quoi. Tu vois, il n'y a pas de fédération française de stand-up, mais il y a quand même une forme de fédération française en filigrane qui existe, parce qu'il y a des gens à qui tu peux aller voir, poser des questions. Je pense que c'est des gens ouverts. Je vois Fari, il encourage énormément les jeunes talents, il leur donne beaucoup de force. Venant de quelqu'un comme ça, il aurait pu rester dans son coin et dire bah voilà, moi je fais mes petits shows, je fais mes grosses salles, je fais Bercy, le Dôme de Paris, mes Netflix special, et puis voilà, et puis j'arrête de parler avec vous. Mais il est resté avec les jeunes talents, et il leur donne beaucoup d'attention. Ça, c'est super. Pareil pour Shirley, elle fait un travail incroyable avec les jeunes du Barbès. Vraiment, c'est incroyable. Ils font partie vraiment des gens dont tu parlais tout à l'heure, dont c'est nécessaire en fait de s'entourer pour cette bienveillance et cette connaissance de ton métier. Ben, en tout cas, c'est bien d'avoir des personnes comme ça dans ce milieu-là. Ouais. Tu peux être entouré, c'est pas toi qui choisis, c'est les affinités dans la vie. Mais en tout cas, tu sais que ça existe. Donc, même juste par l'exemple, ben, tu te dis, ok, la génération précédente, elle faisait ça, je vais peut-être pas faire le chien derrière, tu vois, où ça va se ressentir, d'avoir des comportements pas très ok, de marcher. Quand je dis ça, c'est sur un plan de carrière de travail, hein, c'est pas entre humains. C'est genre, comment tu vas te comporter vis-à-vis des comédiens qui sont plus jeunes que toi. Comment tu vas te comporter avec l'industrie du stand-up. Est-ce que tu vas juste considérer qu'il y a des castes, tu vois, ou est-ce que tu vas essayer de mélanger les choses? Tout le monde est très différent sur ça, tu vois. Mais je trouve que les comédie clubs à Paris sont plutôt ouverts. Vraiment, il y a plein de shows. Alors bien sûr, chacun va apporter son avis. Hein. Des gens qui vont dire, moi je suis pas du tout d'accord, je trouve que c'est méga fermé. Mais pour avoir vu vraiment l'évolution, tu veux jouer à Paris, tu peux jouer. Il suffit d'être un peu travailleur. Tu peux vraiment facilement trouver des spots, et puis tu peux créer ton petit sillon. Sauf que maintenant, il y a beaucoup plus de comiques qu'avant, quoi. Oui, la concurrence est plus rude maintenant. Ouais, je pense que c'est même au-delà de la concurrence, c'est vraiment le nombre de gens, quoi, la densité, quoi. C'est... Parce que la concurrence, ça vient quand, genre, on commence à être bon. Mais il y a beaucoup de comiques qui commencent à peine, donc c'est pas une critique méchante, mais ils sont en train de travailler, ils apprennent leur métier, tu vois, et c'est normal, comme moi, comme tout le monde. Bah là, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Il y a beaucoup. Et c'est cool parce que ça crée aussi énormément de plateaux, de soirées d'humour. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, parce que je pense que ça va être très intéressant. Tu le disais, toi, ça fait 15 ans que tu es dans le métier. À partir de quand tu as pu te dire que tu pouvais en vivre? Bah en fait, je pense au bout de 2 ans, 1 an et demi, je crois. Par le moment où j'étais intermittent du spectacle, je me suis dit c'est quand même cool parce que j'ai suffisamment de travail pour prétendre à ça. Bon, c'est un régime qui est particulier, mais c'est un régime classique, quoi. Nous, on a... Enfin, classique en France. Hein, je sais que c'est pas partout dans le monde et que les gens sont jaloux de nous, mais à juste titre, parce que c'est formidable, l'intermittence du spectacle. Mais en même temps, le milieu culturel français rapporte beaucoup d'argent à la France. Donc, ce truc-là de l'intermittence, c'est quand même super. Je trouve que ça marche bien dans le décor français. Donc, en gros, quand j'ai eu la chance d'être intermittent, je me suis dit, écoute, j'ai suffisamment de cachet, je suis suffisamment engagé pour travailler. Mais il a fallu me redéfinir à chaque fois. Donc, si tu veux, en vrai, je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, je crois que je pourrais toujours faire des spectacles. Je pense que c'est vraiment avec Édimbourg et tout ça. Je me suis dit, vraiment, je pourrais partir de rien et créer, écrire. C'est différent de se dire ça et de se dire, je pourrais toujours vivre modestement parce que je pourrais proposer des shows n'importe où. Un peu comme si tu avais une sorte de petit don, comme un mec qui fait du cuir ou un gars qui fait des vases, ou tu vois. Donc, voilà, je suis un artisan, je sais faire ça à partir de rien. Tu me donnes quelques ingrédients, je pense que je sais le faire. Eh ben, ça, c'est arrivé plus tard.
Quels sont tes prochains projets, ceux dont tu peux parler, ou tes prochaines envies? Bah oui, non mais il y en a que un peu sur les chaussettes que je dis pas trop, mais sinon t'inquiète, hein. Je suis pas genre capitaine secret. Il y a mon spectacle qui va s'appeler 2022, que je joue en décembre à Paris, à l'Européen, fin décembre, le 26. Je vais certainement écrire pour des séries, des films et tout, mais comme c'est en préparation, ça sert à rien de le dire. L'histoire racontée par des chaussettes, on va faire 5 nouveaux épisodes qui vont être diffusés à partir de la fin de l'année sur la chaîne YouTube de l'histoire racontée par des chaussettes. Excellent. Je continue à faire une tournée et des masterclass de stand-up entre maintenant et décembre. Voilà, c'est à peu près ça. Génial. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Je pense écrire une série vraiment de A à Z, mais pas une web série. Une série. J'aimerais bien écrire une série je sais pas, 1 ou 2 saisons. Génial. Merci beaucoup. Eh ben merci beaucoup. Merci Yacine d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.